Le virtuel, aujourd'hui, c'est quand même un mot qui est utilisé tous les jours. Et est-ce qu'il est utilisé à bon escient, ce mot virtuel? Alors, on pourrait commencer par la définition que vous donnez au virtuel. Ben, elle a changé, mais déjà. Mais dès l'apparition du terme de réalité virtuelle, les théoriciens ont tout de suite trouvé que c'était pas du tout le mot adéquat. Et puis bon, l'usage dans la langue fait qu'un mot s'installe et puis finalement s'impose, et on n'y peut pas grand-chose. Donc c'est néanmoins un gros problème. Pour quelle raison? C'est que le virtuel, c'est ce que l'on imagine. Enfin, il y a plusieurs définitions de mot virtuel. Il y a l'image virtuelle dans les miroirs, choses comme ça. Donc, ça, je ne vais pas en parler parce que sinon, ça va être trop compliqué. Mais disons qu'une des définitions du virtuel s'oppose à ce qui est effectif, ce qui est actuel devant nous. Donc, le virtuel se renverrait à ce qu'on imagine, à ce qui se passe mentalement dans notre tête. Donc, dès lors qu'on parle de réalité virtuelle, il y a déjà un problème puisque on l'utilise pour montrer des images effectives. Elle pourrait également mettre en œuvre notre imagination, mais comme dans n'importe quel autre travail qui serait enregistré. Là, je parle de réalité virtuelle, donc d'images numériques inventées de toutes pièces. Bon. Maintenant, les choses souvent se combinent, mais bon. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas analogique au départ. Donc, ce qu'il y a en fait de virtuel, c'est donc pas les images qui sont numériques, ça, le terme par contre est adéquat, dans le sens où il n'y a pas une analogie, c'est une manière de coder des informations qui viennent de l'extérieur, c'est donc pas analogique. Les images donc présentées, si elles sont virtuelles, c'est dans le sens où ce serait les stimuli externes qui ne seraient pas utilisés en tant que déclencheur des images potentielles. Donc dans ce cas-là, mais ça on ne le dit jamais, mais dans ce cas-là on pourrait parler effectivement de virtualité. C'est-à-dire qu'on mettrait en scène, encore faut-il le faire, ça ne va pas du tout de soi. Aujourd'hui, en plus, on a du mal à distinguer souvent les deux choses parce que le numérique est utilisé de manière souvent réaliste. Oui, ça va être très réaliste. Naturaliste et se rapproche de ce qu'on pourrait effectuer éventuellement avec une image analogique. Bon. Ce qui n'est pas, enfin, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, dans ce cas-là, la virtualité n'apparaît pas immédiatement. Elle apparaît dans le type de fiction, si on est dans la science-fiction, dans les choses qu'on sait, on sait qu'elles n'existent pas. Ça beaucoup. Mais on peut très bien utiliser le numérique pour des choses tout à fait réalistes. Alors, du coup, par exemple, quand on utilise des applications sur des réseaux sociaux, on n'est pas dans une réalité virtuelle, on est plus dans une simulation, en fin de compte, de quelque chose d'une matérialité qui est matérialisée. Par exemple, vous faites une photo que vous partagez, cette photo, au lieu d'être sur papier, elle est numérique. Donc c'est juste, ce qui est virtuel, c'est la matière, mais en tant que telle, c'est toujours une photo. Oui, alors, dire que la matière est virtuelle, c'est également faux. Oui, c'est un autre type de matérialité. Voilà. Il se trouve que c'est passé par un stade numérique, mais... il n'y a rien de virtuel, en fin de compte. Il y a une autre type de matière, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de matière. Ça, c'est difficile. Oui, c'est vrai qu'on est dans la matière, là on est dans le bit, on est dans le zéro. Donc en fait, l'utilisation du mot virtuel le plus adéquat me semble être justement ce qui relève du mental. C'est-à-dire que, si on pense de cette façon-là, on va dire que dans la langue, par exemple, si on lit un texte, le sens du mot est virtuel, par exemple. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui se produit par notre mental? Ouais, le sens du monde ou le sens du texte. Ou même les sonorités sont virtuelles. Elles ne sont effectives que si on les prononce. Mais sur le papier, il n'y a pas de son, il n'y a pas de phonème qui donc, le virtuel, c'est donc ce qu'on complète, ce qu'on imagine. Donc, ce qu'on imagine par rapport à un dispositif donné. Donc, je vais
Personnellement, j'ai donc évolué et je vais réserver le mot virtuel à ce qui est constitutif d'un type de représentation. Donc, par exemple, dans ce que j'appelle l'assignation, enfin, donc, dans le rapport est arbitraire dans la langue, effectivement, là, les sons et le sens est bien virtuel, puisqu'il doit être déduit, imaginé, et il n'est pas immédiatement présent à nous. Il faut tout un décryptage. Donc, je vais donc utiliser ce mot de manière très générale pour ces cas de figure, et pour ce qui suppose de compléter par rapport à des choses qui nous sont données, je parlerai de complétion. Et dans ces cas-là, quand on a une image par exemple et qu'il y a une partie qui est hors champ, qui nous amène à construire tout un tas de choses qui ne sont pas directement visibles, on serait dans ce cas-là dans la complétion, je parlerai plus de virtuel. Ce qui arrive très souvent aussi là, en fin de compte. Oui, ce qui arrive dans plein de domaines. Mais là, je trouve que c'est important de distinguer tous ces cas de figure et toutes ces acceptions qui sont pas de même nature du tout. Sinon, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Voilà. Donc, une fois ça exposé, cette complétion peut s'appliquer à tous les concepts dont j'ai parlé par ailleurs, où là, jusqu'à présent, je parlais de sensorialité effective. Or, il peut y avoir des sensorialités complétives et qui sont déduites de certains fonctionnements, et donc qui nous amènent encore une fois à imaginer à des sensorialités qui restent mentales, qui ne sont pas devant nous. Alors, j'ai bien distingué les sensorialités qui proviennent de stimuli externes de celles qui proviennent de stimuli internes, et qui peuvent être dans les deux cas effectives, et en plus celles que l'on imagine uniquement et qui ne sont pas actualisées, qui ne sont pas effectives, encore une fois. Donc, là, ça sera la complétion. Et le virtuel, on l'utilisera pour les raisons plus générales que j'ai évoquées tout à l'heure. La figuration concerne des entités, on va dire qu'on figure un objet, qu'on figure une personne, et on détaillera ensuite les aspects qui pourraient être simulés, congrués, insinués, etc. Donc figuration, c'est vraiment une globalité, et elle peut être, comme tout le reste, en partie, elle peut être en partie déduite, imaginée dans notre tête, et certaines œuvres sont il y a presque toujours, surtout dans la figuration, de la complétion. On doit toujours compléter plus ou moins, mais certaines œuvres mettent ça en avant beaucoup plus que d'autres. Et c'est le sujet même du tableau, disons. Ce tableau de Artemisia Gentileschi du XVIIe siècle est particulièrement intéressant parce que alors il se nomme autoportrait en allégorie de la peinture. Ce qui est intéressant parce que justement déjà, je ne sais pas d'où vient le titre, il faudrait regarder, mais en tout cas s'il a été choisi comme ça, c'est parce qu'il y a une ambiguïté qui s'établit. On voit, j'ai enfin réussi à... J'essaye de parler des œuvres que j'ai vues réellement, parce que on a toujours des surprises par leur reproduction. Oui, tout à fait. On perd souvent des choses, mais là j'ai réussi enfin à la voir sur place. C'est un tableau qui appartient à la reine d'Angleterre et qui se balade d'un château à un autre. J'étais renseigné pour savoir où il était au moment où je me rendais sur place. Et donc on voit donc Artemisia Gentileschi qui se peint elle-même en train de peindre. Mais alors le cadrage est absolument incroyable. Alors, si elle a utilisé des miroirs, comme c'est probable, il a dû en falloir plusieurs avec des angles assez complexes pour qu'elle puisse, puisqu'elle regarde à l'extérieur, elle ne regarde pas face au miroir. Comme très souvent, on a des autoportraits où on voit la personne en fait face à nous. Donc, nous étant à un moment donné le miroir qui lui permet de se peindre. Là, c'est pas le cas. Alors déjà, l'angle est très particulier. J'ai pu voir, en allant sur place, justement, qu'il y a un tout petit détail minuscule que je n'avais pas vu précédemment, on voit un bout du tablier en cuir, dont on voit les bretelles assez clairement, mais il y a un autre tout petit bout plus bas qui indique qu'elle est assise. Et donc c'est une
une plongée, on parle de plongée en cinéma, mais on peut parler aussi, donc c'est un angle de vue très très particulier pour l'époque, surtout comme ça pour un gros plan, et le fond est assez, comment dire, indistinct, imprécis, il n'y a pas de perspective, enfin, c'est un plan qui semble être une sorte de peinture, comme une préparation, disons, avant de pouvoir peindre par-dessus. Une toile avec un après. Comment ? Comme si on avait une toile avec un après. Ça pourrait être ça, ça peut être un mur derrière elle, enfin, tout ça est très imprécis volontairement. Et on la voit donc déposer apparemment de la peinture, mais absolument juste au bord du tableau. Alors, j'ai notamment été sur place pour qu'on ait une photo avec le cadre. Parce que on ne voit jamais avec le cadre, et c'est très important parce que il faut qu'on voit la frontière pour comprendre de quelle façon elle l'a détruit, en fait. Hein? C'est-à-dire que son coup de peinture est très ambigu. Il pourrait être déposé sur justement la toile sur laquelle elle est, d'une certaine façon. Elle pourrait déposer sur le cadre de la toile elle-même, ou bien peindre une toile qui serait précisément hors champ, ou même peut-être le réel qui entoure la toile. C'est-à-dire qu'à l'inverse, le rapport de la relation de cause à effet, c'est la peinture qui représente le réel. D'où la complétion. Exactement. Donc tout ce hors-champ très très riche, et qui... Alors le hors-champ, c'est ce qui se trouve en dehors du cadrage. Voilà, et donc, parce qu'effectivement il y a des complétions qui sont à l'intérieur du champ et d'autres qui peuvent se faire à l'extérieur. Là en l'occurrence, finalement le sujet est en dehors du cadre et nous permet des hypothèses très variées qui sont très intéressantes et qui nous font réfléchir justement aux limites et à la manière dont on peut les outrepasser. Donc Hiroshige est très intéressant sous cet angle parce qu'il a particulièrement développé justement le hors-champ. Et donc on pourrait penser que c'est quelque chose qui s'est développé avec la photographie ou le cinéma. Alors la photographie existait déjà, et il y avait déjà des... Je ne sais pas si connaissait bien. En tout cas, on n'était pas du tout au moment où on commençait à réfléchir sur le cadrage et à toutes ces problématiques. Donc est-ce que ça lui a donné des idées ? Je n'en sais rien. En tout cas, en tant que peinture, en l'occurrence estampe, c'est celui qui a le premier à aller aussi loin dans le fait que le sujet principal était en fait entièrement déduit et hors du cadre qui était présenté. Donc là, on a par exemple une autre estampe où on voit des personnes qui jouent avec des raquettes. On voit un volant qui flotte en haut de l'image, et on a juste les deux bouts de raquettes de chaque côté qui sont coupés, et les personnages principaux sont absolument absents. Et bien là, c'est un peu du même ordre. On doit, à partir de quelques indices, en déduire tout un contexte, tout un événement. C'est-à-dire qu'on voit quelques cordes qui soutiennent un seau dans lequel il y a un poisson, mais qui sont vraiment coupés au ras pour qu'on ait le minimum d'informations pour pouvoir déduire le reste. On en déduit donc quelqu'un qui porte ces seaux, probablement sur une barre qui permet d'équilibrer deux seaux sur ses épaules. Et tout ça peut être déduit à partir de ces indices. Et puis, on en déduit aussi avec le contexte qu'il est sur un pont. On voit un pont au lointain, c'est d'où le titre combine de noms de ponts. Donc, le deuxième étant fait avec Edo, qui est l'ancien nom de Tokyo. On peut penser que c'est une ville qui n'est pas très loin, une autre ville qui est au premier plan, et qui permet le passage du personnage qui porte ses seaux avec... Qui va peut-être se rendre à Nyobashi. Peut-être. Nyobashi. Peut-être.
En tout cas, voilà, il est assez impressionnant pour cette époque de voir combien on peut faire confiance au mental de l'observateur et lui demander de compléter un maximum de choses à partir de quelques indices, encore une fois. Sur une œuvre de Ambrogio Lorenzetti, qui est une association de 1344. Donc c'est une œuvre qui cumule deux concepts, donc c'est l'occasion de les évoquer. Alors, il s'agirait du premier tableau qui travaille une perspective telle qu'elle est développée par la suite à la Renaissance, c'est-à-dire avec un point de fuite unique. Il peut y avoir deux points de fuite quand les objets sont en biais vus sur plusieurs côtés, mais là en l'occurrence il n'y a qu'un seul point de fuite, et ce point de fuite doit être déduit, parce qu'en fait le carrelage est très visible dans sa structure, toutes les lignes convergent vers un lointain, mais qui n'est pas visible puisqu'il est interrompu par le mur. Et, là, vous parlez au niveau de la perspective. Oui. Donc le point de fuite est donc complétif. Il faut l'imaginer dans le prolongement de ces lignes qui convergent. Or, il se trouve que dans les annonciations, il y a très souvent une colonne qui se trouve entre l'ange et la Vierge, qui en fait symbolise le Christ. Alors là, c'est de l'ordre de l'insignation, puisque c'est une relation arbitraire qui correspond au symbole de l'époque, et on ne peut pas le deviner. Il faut connaître évidemment la culture de l'époque liée à ces modes de représentation. Or, cette colonne est peinte de manière très particulière, puisque dans sa partie basse, la colonne, comme elle commence au premier plan, enfin sa base est au premier plan, la colonne se détache du carrelage qui est très différencié, qui est noir et blanc, alors que la colonne est dorée. Et lorsque le mur apparaît, la colonne se poursuit, mais comme elle est dorée, elle se confond en partie avec ce mur également doré. Alors on voit toujours ces contours qui sont gravés, mais au niveau du volume, de l'épaisseur, ça devient complétif. Oui, parce qu'on a l'impression qu'elle devient un peu immatérielle. La colonne est très matérielle en bas, et au fur et à mesure qu'on avance, elle devient juste un dessin entre deux réalités. C'est ça. Donc c'est à la fois très matériel, parce que finalement elle épouse le plan. Il n'y a plus d'espace à ce moment-là. Et en même temps, c'est immatériel au sens où le doré à l'époque représentait le divin. Donc c'est aussi un espace infini. Donc il y a en fait toute la complexité de ce personnage du Christ qui est représentée de cette façon. C'est-à-dire que il y a sa partie perçue qui correspond à son humanité, et puis la partie divine qui est figurée dans le haut, avec ce doré qui prend une autre signification. Alors, donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Lorenzetti donc, utilise plusieurs types d'opérations. Donc, il y a donc une assignation qui est en fait qui fait appel à une culture, comme je le disais. Hein. Donc, il faut savoir que cette colonne représente le Christ pour comprendre toute la... Mais après, ça repose sur des opérations qui sont de l'ordre du visuel. C'est-à-dire que ce qu'on déduit du point de fuite, hein, c'est un complément dans notre tête mentale de choses réellement, qui sont réellement visibles sur le tableau. Et donc, il se trouve que ce point de fuite qui converge, qu'on doit déduire, arrive précisément à l'endroit où se trouve la colonne. Donc il y a une coïncidence qui s'effectue, et à l'endroit où ce point de fuite se trouve donc, de manière complétive,
se trouve entre l'ange et la Vierge. Et donc, il y a une équivalence entre ce que l'ange annonce et ce qu'on doit nous-mêmes annoncer, enfin ce qui est annoncé par les lignes plutôt, et qui doit être déduit et prolongé mentalement. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce que l'insignation est donc en partie complétive, parce que la colonne a tendance à disparaître en partie, en tout cas pas dans ses contours, mais qui sont gravés, mais de manière assez subtile, mais dans son épaisseur, dans son volume, dans sa matière. Il y a donc des aspects qui sont complétifs. Au niveau de la on pourrait dire c'est de la simulation virtuelle dans un premier temps, mais qui nous amène également dans notre tête à créer une assignation cette fois complétive au niveau du symbole qui est représenté par le Christ, puisque il est presque, il n'est pas complètement figuré par la colonne. Hein. Et alors, comme les deux convergent, le point de fuite complétif et puis cette assignation qui est de l'ordre du symbole, eh bien, il y a une sorte d'évocation qui s'établit, parce qu'il y a une analogie entre les deux choses que l'on doit compléter, qui coïncident, qui sont annoncées dans les deux cas, et donc une évocation, mais qui est également complétive, puisque c'est le résultat de ces deux autres complétions. Hein. Donc on évoque dans ces cas-là le Christ par le point de fuite. C'est-à-dire que le point de fuite permet, pour essayer de résumer, le point de fuite du coup permet d'évoquer l'apparition du Christ qui se trouve finalement représenté par cette chose mentale qui se trouverait derrière la colonne en partie évanescente, on peut dire. Donc voilà, c'est une chose assez... je crois que personne n'a fait cette équivalence jusqu'à présent, et c'est dommage de ne pas pousser l'analyse pour aller jusque-là, parce que ça devient très intéressant. Il y avait Daniel Arras qui avait écrit un très beau volume sur les annonciations avec l'invention de la perspective. Pour lui, la perspective naissait avec les annonciations. C'est-à-dire que oui, le travail d'Arras est très intéressant de ce point de vue. Il montre à chaque fois comment les peintres, selon leur style, leur époque, vont faire des opérations très différentes qui vont amener à des résultats qui n'ont pas la même signification. Et notamment, il y a un moment donné où le point de fuite est lié à l'infini. Ce n'est pas encore le cas au niveau des symboles de l'époque. Est-ce qu'on est quand même en 1344 là? Voilà. C'est quand même précurseur. Et donc, sous cet angle-là, c'est le contraire de ce que disait Panofsky, où il y aurait une idée préalable, et la perspective serait simplement la mise en œuvre de cette idée préalable. Là, pas du tout. Il montre qu'à chaque fois, il y a une signification particulière qui se tresse et qui se crée en fonction de la manière dont on utilise ces perspectives. Voilà. Donc ça me paraît c'est assez remarquable. Hein. En 1344, ça combine beaucoup de choses. C'est d'ailleurs que non seulement il est le premier à penser cette cohérence et ce point de fuite unique, mais en plus il en fait quelque chose qui rend compte qui parvient à rendre compte de ce que le peintre essaye de montrer, c'est-à-dire la part d'indicible qui est liée à ce personnage qui est annoncé. Et qui est ambivalent. Voilà. Moitié humain, moitié... Exactement. Et c'est tout l'intérêt pour moi, ce Christ est un personnage mythologique, mais qui m'intéresse dans sa fiction, parce qu'il est tout le temps deux choses à la fois, une incarnation très humaine, très concrète, perceptuelle, et puis des tas de choses qui échappent et qu'on doit déduire et qui sont de l'ordre du surnaturel, et là en l'occurrence qui sont une affaire mentale, et c'est en ce sens qu'il peut devenir un personnage intéressant et qui a sollicité beaucoup d'opérations chez les peintres à partir de lui, à la Renaissance et après, jusqu'au moment où on a arrêté d'utiliser cette thématique. Donc voilà, donc c'est ça que je trouve passionnant, c'est qu'il y a déjà plusieurs types de complétions et qu'en plus elles se combinent entre elles pour finalement évoquer. L'évocation, je le répète, hein, l'évocation c'est déjà quelque chose de particulier parce que c'est une analogie
mais entre des domaines distincts. Hein, donc là, on a une analogie entre un point de fuite qui est la déduction de choses qui sont prétendues concrètes par rapport au sol, de la représentation, et qui vont se combiner avec là une abstraction, hein, c'est-à-dire l'apparition du Christ qui là relève de symboles par rapport à d'autres éléments figuratifs comme la colonne, etc., mais qui, elle, en plus, est en partie complétive. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il arrive à créer une évocation très très sophistiquée, complétive en l'occurrence, hein, mais qui est le résultat de rencontres de deux autres opérations. Alors, pour en parler, je vais me référer à une fresque de Mantegna qui s'appelle la Camera degli Sposi, la chambre des époux qui se trouve à Mantoue. Il a peint les 4 murs et le plafond de la chambre dans laquelle donc on lui a commandé ce travail, et un certain nombre de personnages, d'objets sont donc figurés, et sur deux murs entiers, il y a des tentures qui sont tendues et qui empêchent de voir le paysage qui apparaît sur les autres murs, puisque sur les autres murs, les tentures sont soulevées, justement. On voit même des personnages monter sur un escalier peint, mais qui accèdent à une cheminée réelle. Oui, donc on a l'impression qu'il marche sur la cheminée. Voilà, donc en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a appris beaucoup de choses, c'est qu'il passe vraiment dans toutes les étapes de la figuration dont je parle. Donc, en l'occurrence, de la configuration de la simulation, puis à la conformation, c'est-à-dire la réalité palpable. Et il nous intègre nous-mêmes, puisqu'il y a un oculus au plafond avec des gens qui rigolent et qui sont prêts à nous balancer un pot sur la tête. Donc on est nous-mêmes intégrés, toute la réalité est convoquée, mais est interprétée par les différents modes de représentation, et de figuration en l'occurrence, pour ce qui le concerne. Et donc ces 2 murs, qui présentent ces tentures donc, vraiment planes, c'est-à-dire que leur surface extérieure coïncide avec le mur sur lequel elles sont peintes. Donc il y a bien une congruation effective. Mais alors ces tentures, elles sont posées ou on peut les soulever aussi? Non, c'est des tentures donc, peintes et qui donnent l'impression qu'elles sont suspendues à des tringles. Voilà. Puisque, c'est une sorte de trompe-l'œil en fin de compte. Voilà, oui, mais il y a différents types de trompe-l'œil. Il y a le trompe-l'œil qui simule et le trompe-l'œil qui congrue, justement. Là, on est dans la congruation. Donc, quand on simule, on va simuler un espace extérieur, ce qui est le cas des deux autres murs. Là, on s'arrête à la surface. Donc, on ne peut pas dire qu'on simule un volume, on se contente de la surface qui est celle du mur. Les deux coïncident, donc c'est bien une congruation effective. Et donc, ces tentures sont accrochées à une structure du pavillon qui est représentée, qui coïncide lui-même à la pièce réelle dans laquelle c'est peint. Et donc ces tentures tendues, elles ont également une épaisseur, il n'y a pas qu'une surface. Mais cette épaisseur, on ne peut que l'imaginer. Oui, donc on est bien dans la complétion dans ces cas-là. Or, il se trouve que l'enduit qu'on a utilisé pour faire adhérer les pigments, qui sont mêlés d'ailleurs à cet enduit quand il est encore frais, pour que ces pigments tiennent bien la route, une fois sec, donc les choses sont mélangées, coïncident, et l'épaisseur de l'enduit en l'occurrence, on peut imaginer qu'elle coïncide avec l'épaisseur de la tenture. Ah, d'accord. Et dans ces cas-là, il y a bien une congruation complétive. Ce qu'on imagine dans les deux cas correspond à une réalité vraiment. C'est-à-dire qu'on peut se dire que cette épaisseur de l'enduit, c'est bien celle de la tenture. Donc il y a une coïncidence, et bien donc, mais comme c'est une coïncidence de ce qui est perçu en surface, mais ce qui pourrait être perçu si on faisait un trou, donc c'est quelque chose qui existe réellement, mais qu'on peut dans ces conditions qu'imaginer, on est dans la congruation complétive. Entre guillemets virtuelle. Alors, comme je l'ai dit par ailleurs, le virtuel concerne d'autres choses, et je le réserve à d'autres. Là, je préfère parler de complétion parce que
le virtuel existe dans d'autres formes de représentation que l'on aborde d'une autre façon. Avec une œuvre de Max Bill, Drei Schwarz und Drei Bunt zu Weiß, huile sur toile de 1983. Donc, une œuvre qui appartient au mouvement des congrès suisses et qui est effectuée sur des principes logiques que l'on peut arriver à comprendre simplement en regardant la toile, et qui permettent de déduire qu'en fait il y a dans cette toile carrée en losange en fait deux carrés superposés qui sont en partie manquants, enfin dont certaines parties sont manquantes, l'un recouvrant l'autre, et celui qui recouvre étant interrompu par le cadrage, la forme du tableau sur lequel il a été peint. Donc on voit qu'il y a une série de bandes de couleurs particulières, et on peut arriver à comprendre en regardant qu'il y a une série identique dans les deux carrés. C'est comme s'il y avait deux carrés qui étaient similaires et qu'on aurait fait une rotation en fin de compte. Voilà. Il y aurait un carré qui aurait pivoté, qui serait de même nature que celui qu'il est censé recouvrir. Enfin, on simule qu'il recouvre, voilà. Puisqu'en fait les choses évidemment ont été peintes côte à côte. Et donc il y a deux types de simulation. Alors on voit avec la partie qui est orangée, dans un premier temps on peut penser que les deux parties se raccordent et forment un angle droit, et puis quand on comprend le dispositif, on voit que la partie orangée énormément recouverte, en fait, est parallèle aux autres bandes du carré qui a été recouvert. Bon. Donc on voit bien qu'il y a deux types de simulation. On simule que l'un est recouvert et on simule que l'autre se poursuit à l'extérieur. Hein. Et donc les parties, et si on complète les parties, on voit qu'elles s'enclenchent et qu'elles peuvent se compléter et reproduire un seul tableau entier. Donc le grand carré correspondant à cette diagonale est constitué d'un contour assez épais, celui qui suit qui est plus petit, donc d'un contour plus mince, et le troisième que l'on peut déduire, donc, logiquement, est fait d'un carré blanc, c'est-à-dire à la limite qu'il n'y a plus besoin de contour. Comme le support est également blanc, on a donc un carré sur fond blanc, mais vraiment un carré sur fond blanc, pas comme Malevich où les différences de texture, enfin de blanc sont quand même peuvent se distinguer, et fait que l'épaisseur de la peinture, ça fait qu'on peut distinguer les deux. Là, il se confond avec son support véritablement, ce qui fait qu'on a une conformation virtuelle dans le sens où on peut imaginer un carré qui n'est effectivement pas là, mais comme d'après cette logique il s'agit d'un carré blanc sur fond blanc, en fait il disparaît. Donc à la fois il est là et il n'est pas là. Hein? Il n'y aurait pas de référence. Il est là dans la teinte, on va dire, et dans le contour évidemment on doit l'imaginer. Donc il y a bien une conformation virtuelle dans le sens où on doit reconstituer ce contour, mais qu'en même temps dans la logique il se confond et de cette façon avec son support, et d'une certaine façon il est présent. Alors, ce n'est pas la chose la plus simple, surtout en quelques minutes, mais je vais essayer quand même. Donc, la perception, c'est ce qui rend compte des sensorialités sur les récepteurs. On a vu un exemple avec Varigny notamment. Je reprends un exemple simple et courant que j'utilise pour qu'on se mette bien les choses en tête. Quand on prend on va dire un CD devant soi, qu'on le présente à plat comme ça,
on perçoit un cercle devant nous, dans l'espace, mais ce cercle n'apparaît pas immédiatement, il passe par cette perception qui est en fait une ellipse sur notre récepteur. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs sensorialités qui se combinent, qui se superposent, et dont on peut détailler les particularités si on fait un travail particulier, bien entendu, sinon on ne s'en rend pas compte. Donc la perception donc, rend compte de stimuli externes qui donc produisent une sensorialité qui existe par elle-même sur notre récepteur et qui, dans un second temps, nous permet d'accéder à d'autres types de sensorialités qui rendent compte de choses dans l'espace. La perception dont j'ai parlé jusque-là était effective, actualisée. Il y a aussi des perceptions qui sont complétives, c'est-à-dire qu'on va imaginer dans notre tête qu'elles sont là alors qu'elles n'ont pas été représentées. Je vais prendre des exemples dans une représentation, mais c'est des choses qui nous arrivent dans la vie de tous les jours aussi. Il y a quelque chose est trop loin, ou bien on est un peu myope, ou bien il y a des choses dans le brouillard. Bon, il y a des complétions, il y a des perceptions qui ne vont pas être effectives, qu'on va être obligé d'imaginer parce qu'on n'y a pas accès. Parce que le cerveau fonctionne déjà comme ça au niveau il complète de toute façon, en règle générale, tout n'est pas donné. Par exemple, toutes les choses, à moins qu'elles soient transparentes, les choses se cachent elles-mêmes, cachent leur verso, et dans notre tête, on complète instinctivement, sans s'en rendre compte. Si quelqu'un est attablé à une table, on ne se dit pas, voilà, j'ai affaire à un cul de jatte, on complète en permanence, il y a plein de choses qui se cachent ou qui ne sont pas... Donc, dans un travail de représentation, on peut faire intervenir cette complétion perceptive de différentes façons. Alors, je vais prendre deux exemples. Le premier est issu du travail de Reiser, donc un auteur de bande dessinée, qui a la particularité d'être assez économe dans les traits qu'il utilise. Et donc les personnages représentés sont souvent constitués de quelques parties simplement de leur personne. Et donc, dans le cas de figure de Reiser, le contexte, comme toujours, intervient, est très important. Il nous incite à compléter dans notre tête les choses qui manquent dans la représentation des personnages. On ne se dit pas, tiens, il y a juste une mâchoire comme ça qui est détachée du reste du corps, ou on relit et on complète dans notre tête, et il s'arrange pour nous montrer qu'on doit faire ce travail, enfin dans le meilleur des cas en tout cas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans la représentation elle-même, il y a une part de stimuli qui est représentée ou pas. C'est ça que ça veut dire. Oui. Donc, ou en partie, partiellement. C'est ça. Donc oui, mais ça dépend des types de représentation utilisés. On peut avoir des dispositifs plutôt, on va dire, réalistes, où là, tous les stimuli seraient représentés, et puis d'autres qui seraient plus suggestifs, et donc où certains stimuli seraient absents. Donc ça veut dire que les stimuli eux-mêmes font partie de la représentation. Il n'y a pas que le résultat. Donc la perception intervient, c'est-à-dire la manière dont les sensorialités qui viennent sur le récepteur sont utilisées ou pas. Donc dans le cas de Reiser, il manque des choses, visiblement, mais on ne doit pas considérer ça comme un manque définitif. Hein. Ce manque nous incite à compléter, encore une fois. L'autre cas de figure est un peu plus complexe, vient de Tintoret, donc un de ces baptêmes du Christ qui est exposé dans la Scuola di San Rocco à Venise. Donc, dans ce tableau, il utilise une technique qui revient dans son travail assez souvent, c'est-à-dire que les fonds ne sont pas traités de la même façon que ce qui est au premier plan. Or, sur le tableau, ces choses se côtoient. On voit le Saint Jean-Baptiste et
et le Christ au premier plan qui sont peints de manière très précise, et puis ce qui est censé être au fond, mais qui en fait sur la toile du tableau est à côté, est traité de manière esquissée. C'est-à-dire qu'on a des contours, en fait. Et qui apparaissent un peu comme des voiles. Oui, alors après on peut les interpréter de différentes façons, mais on voit bien que la technique n'est pas la même, et ne simule pas immédiatement un flou, quelque chose qui serait éloigné. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il passe par une technique qui est de l'ordre de l'esquisse, pour qu'on, dans notre tête, on imagine un autre type de sensorialité qui n'est pas reproduit. Il ne reproduit pas le flou, il reproduit l'esquisse. Et donc quelque chose qui est amené à être complété là aussi. Avec une œuvre de Bart van der Leck, Le Cavalier, 1918. Alors, on a déjà parlé de l'insinuation effective, et qui a une particularité, c'est que c'est à l'intérieur de la figuration, donc on reste dans le même domaine sensoriel, mais contrairement à la simulation et à la congruation, ça ne fonctionne pas par analogie, au contraire, on doit recomposer dans sa tête les éléments qui sont devant nous. Et donc, on est déjà dans le virtuel, dans la simulation, quand elle est effective. Mais en plus, c'est pour ça que la complétion se distingue, en plus, on peut très bien imaginer des choses qui ne sont pas là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas là? Parce que déjà, ce qu'on doit imaginer n'est pas là. Hein? Eh bien, c'est quand il n'y a rien. La simulation par rapport à un dispositif général nous permet de déduire des choses à des endroits où il n'y a rien, où il n'y a pas de stimuli, il n'y a pas de traces. Donc, par exemple, on le voit très, très bien dans ce tableau de Van der Leck, le Cavalier, qui est en fait constitué que de formes géométriques, des triangles, des trapèzes, des carrés, des rectangles, etc. Et différemment, enfin, avec des couleurs différentes. Et puis, des espaces entre toutes ces figures. Eh bien, le fait qu'il y ait des couleurs particulières nous permet de rassembler certaines des figures entre elles, et puis, avec le titre qui nous aide aussi, de compléter dans notre tête et de raccorder, de prolonger des éléments géométriques, et donc de faire de la simulation complétive, puisque on doit ne pas tenir compte de ce qui se passe devant nous à ce moment-là, parce que si on en tenait compte, on conserverait des espaces, des blancs, des moments de vide, de manque. Là, on complète donc mentalement, donc c'est bien une complétion. Et alors, on va en déduire donc un cavalier sur un cheval, et comme le bas du tableau nous montre un carré rouge, on peut en déduire qu'il s'agit d'une statue équestre, d'autant que la position du cheval est souvent celle justement utilisée à cette époque pour représenter les chevaux avec leurs cavaliers. Et il se trouve que, alors, mis à part que l'image est inversée, il se trouve qu'on peut penser assez facilement à deux fresques qui se trouvent à Florence, l'une d'Uccello et l'autre d'Andrea del Castagno, et qui sont elles-mêmes en fait des représentations de représentation, puisque c'est de la peinture qui représente des statues. Ici, c'est pas ce niveau-là qui est travaillé. Là, on a des formes géométriques qui représentent des éléments figuratifs, donc avec une analogie sur certains plans. Parce que, en fait, si l'insinuation peut exister, c'est que par ailleurs, il y a de la simulation et de la congruation. Sinon, elle ne pourrait pas exister, on serait dans l'arbitraire. Donc c'est grâce à l'articulation. Par exemple, il y a, au niveau des sabots du cheval, il y a des formes en trapèze qui sont très proches d'un contour d'un sabot. Et puis la couleur qui permet... Donc ça, c'est pour la congruation, la forme du trapèze et du sabot. Voilà. Donc il y a des éléments qui sont simulés ou congrués et qui vont nous permettre de créer cette insinuation et en partie donc complétive, puisque, comme je l'ai dit, on doit raccorder, prolonger à des endroits où il n'y a rien. Voilà. Une œuvre
d'Elliott Erwitt, Sequentially Yours de 1975. Et qui est constitué d'un diptyque, en fait, de photos présentant deux états d'un même endroit, disons. Dans la première, on voit un couple affalé dans des transats sur une plage au bord de la mer. Et dans la deuxième, on voit des transats vidés de leur contenu, et donc dont la toile est soulevée par le vent. À partir de là, se construit automatiquement une fiction, et on sait que c'est une fiction, et en même temps, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça repose sur la photographie qui est censée reproduire le réel, des choses qui existent. Et c'est sans doute ce que je préfère dans les photographies, c'est lorsqu'elles jouent sur ces deux niveaux. À la fois, c'est un compte-rendu de quelque chose qui a eu lieu. Les gens étaient vraiment assis dans ces transats, et puis ensuite, il y a vraiment eu du vent qui a soulevé. Sauf quand ce qui s'est passé entre les deux se passe uniquement dans notre tête. Alors, l'imprégnation, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque un objet crée sa propre image, crée sa représentation par lui-même, par une relation qui est physique, en l'occurrence avec la photo, c'est par les... Entre guillemets d'empreinte, on pourrait dire, pour résumer, entre guillemets. Oui, enfin, c'est pas... Oui, enfin... Là, c'est l'empreinte photographique, oui, sur le... L'empreinte, on l'utilise plutôt lorsqu'il y a un pied qui s'enfonce dans la terre, qui laisse directement quelque chose. Par exemple, avec des miroirs, je ne sais pas si on peut parler d'empreinte, c'est quand même plus... oui. C'est plus compliqué. Le mot ne fonctionne pas à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai créé le terme imprégnation, qui permet donc de rendre compte de tout un tas de figures. Et qui donc là, ce qui est intéressant, c'est que cette imprégnation est en partie virtuelle. Enfin, plus que ça, elle est complétive, puisque le virtuel, je l'utilise pour parler d'autres types d'articulation. La complétion suppose que l'on imagine un état où les personnages auraient été emportés par le vent. Et on sait du fait que c'est de la photographie, avec un dessin ou un autre médium, ce serait évidemment beaucoup moins intéressant. Là, on sait qu'ils nous incitent à imaginer qu'ils ont été emportés par le vent et que les sièges sont restés sur place, alors qu'a priori ils sont plus légers que les personnes, donc on sait que c'est impossible. Donc, et en même temps, il nous incite à penser une photo qui manquerait, au moins une, en tout cas où on les verrait s'en aller. Donc voilà en quoi c'est de l'imprégnation complétive, mais qui est fictive. Il faut bien faire la différence entre... finalement, c'est une photo qui n'aura jamais lieu, mais qui nous incite à imaginer dans notre tête. Donc c'est ça qui est très savoureux. Donc il joue avec des éléments de l'ordre du factuel. Hein, la photo, ces deux photos sont de l'ordre du documentaire, enfin de choses qui ont existé, et puis qui, par leur rencontre, créent un prolongement qui est purement fictif et qui nous incite à imaginer cette photo donc impossible et qui n'a pas eu lieu et qui n'aura jamais lieu, mais qui fait toute la saveur de cette rencontre. Voilà. Oui, on a parlé de la conformation déjà, qui en fait sous-entend exoconformation, enfin, pour simplifier les choses, je ne l'ai pas mentionné. Cette conformation supposait des stimuli externes qui sont donc, on va dire, travaillés par notre cerveau et de façon à produire un type de sensorialité donc particulier, puisque ça rend compte des choses telles qu'elles nous apparaissent concrètement dans l'espace alentour. Il y a aussi des conformations qui, d'une certaine façon, on
presque l'air d'être là, sauf qu'elles ne sont pas issues de stimuli externes cette fois-ci. C'est pour ça que j'ajoute ce préfixe endo, qui indique qu'il y a des opérations qui s'effectuent donc de manière cognitive, de manière neurologique, qui vont permettre de faire apparaître donc des sensorialités qui ont l'air d'être présentes, alors qu'on sait bien, ou on voit bien, selon les cas en tout cas, que leur origine n'est pas externe. Bon, je m'explique. On pourrait prendre des exemples où des gens délirent, voient des apparitions, ces choses comme ça. C'est pas ça dont je vais parler, bien entendu, quoique ça peut être intéressant aussi dans le cas d'une fiction, dans le cas d'un plan cinématographique où on représente la manière dont les gens délirent, par exemple, pourquoi pas. Mais là, je voudrais plutôt faire appel à des sensorialités qui s'effectuent pour tout le monde par rapport à un travail artistique qui est présenté. Et je vais donc me référer d'une part à Gaetano Canizza, et d'autre part à Verena Levensberg, qui a fait partie des concours suisses. Alors, Canizza a écrit un ouvrage qui s'appelle Grammaire du voir, où précisément il montre en quoi nous fabriquons les sensorialités. Il répertorie tous les paramètres visuels. Il montre que ça peut s'appliquer à n'importe lequel d'entre eux. Et ce qu'il y a de plus connu chez lui, c'est un travail qui s'effectue à partir de 3 cercles noirs qui ont été en partie évidés. Il manque à chaque fois une portion. Et ces portions, en fait, sont organisées de façon qu'elles puissent se prolonger au milieu de ces 3 cercles. Et notre cerveau, si le fond est suffisamment neutre, notre cerveau complète et donc nous montre un triangle dont on voit vraiment les bords. Enfin, les bords apparaissent, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas du tout de stimuli à cet endroit. Bon, on appelle ça d'ailleurs le triangle de Canizza. Donc ça, c'est une expérience psychologique. Et Verena Levensberg a fait un travail plus artistique, plus plastique, où elle va encore plus loin dans cette expérience, puisqu'en fait, elle fait un tressage de lignes. Le triangle de Canizza, à la base, c'est néanmoins des cercles qui permettent de rendre effectifs les coins du triangle. On complète, mais il y a quand même une partie qui est réellement là. Avec Verena Levensberg, il n'y a absolument aucun contour de présent, aucun stimuli qui correspond à ça, et néanmoins, donc ce sont des lignes de différentes directions qui s'interrompent, et je dis cerveau pour aller plus vite, notre cerveau donc analyse, on va dire, et considère que ces lignes sont interrompues, et donc nous fait apparaître une forme qui occulterait les lignes éventuelles qui pourraient être présentes. Donc elle va plus loin puisqu'il n'y a absolument aucun contour à aucun endroit, et pourtant nous voyons un carré, une croix, etc., enfin, selon les travaux qu'elle a pu effectuer. Donc c'est un travail particulièrement intéressant, dans le sens où ça nous concerne tous. On fonctionne tous de la même façon, on fait partie de la même espèce. Donc pour tout le monde, cette croix ou ce carré va apparaître. Donc ça révèle le fonctionnement de ce qu'on appelle la perception couramment. On ne dira jamais assez, c'est que là, ce type d'œuvre, quoi que ce soit sur ces exemples précis, mais sur toutes les autres œuvres qu'on a pu apercevoir avec les outils que vous développez, on n'a pas besoin de connaître les symboles, de connaître l'histoire, la thématique, le sujet, pour pouvoir comprendre. Tout nous est donné, et vos outils théoriques nous permettent d'appréhender l'œuvre différemment et d'en avoir une lecture objective. Et voilà. Parce que c'est concret, c'est à partir d'éléments visuels qui sont factuels pour tous. C'est des mécanismes biologiques qui fonctionnent.
et qui nous concerne donc tous, et qui révèle comment on fabrique les images, comment on fabrique les sensorialités. Alors, c'est comme pour le concept d'endoconformation, on a abordé la perception par ailleurs, et celle dont j'ai parlé pour l'instant, j'aurais pu dire exoproception, c'est-à-dire que c'est une perception dont les stimuli, qui est issue de stimuli externes, exo, et la perception qui est en fait les sensorialités qui correspondent au récepteur, enfin, peut également être contaminé par des stimuli internes. Donc, ça devient donc de l'endoproception. Qu'est-ce que c'est que ces stimuli internes? Alors, ça peut être un problème éventuellement qui vient du récepteur lui-même. Par exemple, si on est myope, on va avoir du flou, et on sait en règle générale, on sait très bien que le flou ne vient pas de l'extérieur, mais que comment dirais-je, on analyse et on fait le tri entre les différents aspects des sensorialités auxquelles on a affaire, et on va mettre, par exemple, à un moment donné, un flou va être mis sur le compte d'un brouillard ou quelque chose de cet ordre, donc qui vient effectivement de l'extérieur, puis à un autre moment, on sait que ça vient de nous, donc de problèmes internes. Enfin, je dis problème dans le sens où il y a un aspect dans la sensorialité qui va perturber les sensorialités qui rendent compte uniquement des objets concrets. Ça se superpose, ça les trouble. Alors, c'est des choses qui... Thorel a fait des œuvres où il essaye de travailler directement ces aspects, mais je ne vais pas parler de cela, je vais parler plutôt d'exemples où on a intégré dans la représentation, dans la fiction, ces principes. Et par exemple, chez Vermeer, qui est un de ceux qui a utilisé donc, la caméra obscura, qui donc tout d'un coup peut mettre en peinture des effets de profondeur de champ, de flou, de netteté, qu'il va réinterpréter à sa façon. Il s'agit d'une copie. Certains ont dit, mais non, en fait, ça ne correspond pas à ce qu'on pourrait voir avec une caméra obscura, mais c'est pas pour autant qu'il ne s'en sert pas, et qu'il n'essaye pas je veux dire, les autres qui ne font pas appel à ça ne copient pas non plus immédiatement la nature telle qu'elle se présente. Donc il utilise ces principes de caméra obscura pour mettre en scène la mise au point, si je peux dire, peut-être pour la première fois. Et donc on le voit par exemple avec sa fameuse dentelière qui est au Louvre, où la mise au point est sur le bout du fil qu'elle utilise pour faire sa dentelle. Et puis au premier plan, on voit des amas de fils qui sont effectivement très très flous, avec des taches de peinture qui néanmoins représentent, mais d'une façon plus indirecte, des fils, puisque dans un premier temps on voit plus des masses de peinture, mais en même temps, donc la conformation, disons, apparaît davantage, la conformation de la peinture est allée, mais néanmoins représente des fils qu'il faut un peu déduire, puisqu'ils ne sont pas aussi précisément représentés. Là, on voit bien que Vermeer intègre l'endoproception, puisqu'il il essaye de reproduire des sensorialités qui viennent de notre corps et qui ne viennent pas de stimuli externes. Donc on nous met en position comme si nous, on était... Exactement, comme si on était nous-mêmes une caméra, obscura de l'époque, mais en fait, ce n'est qu'un intermédiaire. C'est comme s'il mettait en scène le point de vue subjectif de quelqu'un qui essayerait de passer le fil comme voilà, la dentelière. Et qui verrait comme la dentelière, qui ferait la mise au point à l'endroit où elle s'active, disons. Et alors, je voudrais surtout parler d'un tableau qui m'obsède depuis très longtemps, un tableau de Rembrandt, qui est le portrait de Jan Six, alors qui m'a obsédé longtemps, mais sans que j'arrive à comprendre véritablement ce qui se passe. Maintenant, j'ai des outils pour ça. Donc, pour en parler, je dois reprendre le concept
point de vue objectif subjectivé dont j'ai déjà parlé pour une case de Tintin. Le point de vue, comme on le sait, on est habitué au cinéma maintenant au point de vue objectif et au point de vue subjectif. Le point de vue objectif, c'est ce que l'on filme sans qu'il y ait un regard, sans que ça corresponde à un regard de quelqu'un en particulier. Le point de vue subjectif, c'est lorsque la caméra est censée être à la place de l'œil de quelqu'un. Le point de vue objectif subjectivé combine d'une certaine façon les deux. On a un point de vue objectif, c'est-à-dire qui correspond à la vision de personne, et pourtant, donc au niveau de l'orientation, de l'angle de vue, ça correspond à aucun regard particulier. Et en revanche, sur d'autres aspects, on peut avoir une subjectivité. Donc on connaît ce truc-là qui était assez souvent utilisé, peut-être moins aujourd'hui, mais quand quelqu'un s'évanouit, par exemple, qui est présent dans le cadre, on voit cette personne dans l'image, donc ce n'est pas son point de vue, elle est visible dedans, et pourtant l'image tout d'un coup devient floue, parce qu'on attribue ce flou immédiatement à son état, ce qui est assez étrange d'ailleurs, mais on comprend assez vite. Donc c'est à la fois objectif et subjectivé par on voit la personne comme elle voit les choses, disons. Et bien Rembrandt, je ne sais pas si c'est le premier à utiliser ce genre de... peut-être sans avoir pris conscience d'exactement ce qu'il faisait, je ne sais pas, en tout cas dans ce tableau, c'est ce qui se passe, parce que Rembrandt, à la suite de Frans Hals, à la fin de sa vie, fait vraiment apparaître la touche du pinceau, qui commence à quasiment devenir autonome, en tout cas qui n'est pas à certains endroits alors là c'est le cas de ce tableau. En général le visage, les choses sont très précises, et puis autour il commence et puis à la fin de sa vie tout devient plus ou moins trouble de cette façon. Mais dans ce tableau, donc on voit quelqu'un donc Jan Six, qui est en train d'enfiler un gant, ou de l'enlever d'ailleurs, je ne sais pas trop, et son regard semble perdu, c'est comme s'il le regardait dans le vide, disons. Et comme le visage est vraiment peint de manière très précise, et que le reste, et notamment sa main et ses gants, sont peints de façon plus esquissée, avec des touches plus apparentes, elle donne le sentiment d'un flou tout autour. Et donc, on a bien un point de vue objectif subjectivé, puisque on a l'impression de voir autour de lui comme lui voit les choses, étant donné qu'il est perdu dans ses pensées. Donc, voilà un exemple d'endoproception intégrée dans une représentation, puisqu'on a là une représentation de sensorialité qui ne viennent pas de stimuli externes, mais bien d'un trouble qui provient du corps même de la personne, et donc intérieur, et qui va donc créer ce sentiment de flou qui se combine aux autres sensorialités qui rendent compte des objets directement, et qui donc crée à ce moment-là un effet de filtre qui nous amène à compléter ce qui n'a pas été entièrement peint d'une certaine façon. Donc la différence, on avait vu il y a précédemment dans l'endoconformation, l'utilisation du flou pour nous mettre avec la dentelière, pour nous mettre en position de concentration. Et là c'est toujours l'endoconception. Oui. Mais c'est toujours l'endoconception. Oui. L'endoconformation, on l'a vu avec Verena Löwensberg, c'est lorsque il n'y a vraiment aucun stimuli externe et que l'on voit vraiment un objet. Là c'est pas du tout la même chose. C'est pas un objet nouveau qui apparaît, qui n'aurait pas d'équivalence avec un stimuli externe. C'est vraiment des sensorialités qui s'ajoutent, qui troublent, qui se combinent à celles qui rendent compte de l'objet en tant que tel. Là, ces sensorialités rendent compte de la manière dont la personne voit les choses, comment elles sont troublées, ce qui est tout à fait différent. Patrice Hamel, un grand merci quand même de nous faire don de cette théorie, de ces analyses et de tous ces outils. Et ensuite, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner. À très bientôt.